Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous teste le BMW iX1. Vous avez beaucoup aimé la version X1. Dans sa petite version, là, j'ai également décidé de prendre la petite version électrique. On avait déjà fait il y a très longtemps, peut-être à son lancement, je me suis dit tiens, je vais le reprendre en 2026, en sachant qu'il y a les nouvelles BMW qui arrivent bientôt. Mais est-ce que c'est toujours une bonne affaire? Et toujours aussi intéressant parce que ça reste une des voitures les plus vendues par BMW. Dans les voitures électriques, celle-ci fait partie des plus vendues également en France, puisque chez BMW, ils ont de très bons loyers. Au niveau du tarif, ça commence à partir de 50 000 €. Un X1, ça commence à partir de 46 000. Donc il y a une petite différence. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, 61 881 € exactement. Assez bien équipé, pack M Sport, mais c'est une version donc électrique, de base plutôt. Par contre, le pack M Sport, cette fois-ci, nous met pas les gros étriers comme sur la version X1. On a un châssis un petit peu différent, mais on a quand même l'intérieur plutôt joli. Il existe en eDrive 20, c'est le modèle que je vous présente aujourd'hui, ou en xDrive 30. 204 chevaux pour le modèle d'aujourd'hui, 313 chevaux pour la version la plus puissante, donc en xDrive. La différence, c'est que là, cette fois-ci, c'est une traction. Le xDrive, c'est une 4 roues motrices. Forcément, un petit peu plus cher. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il a un petit peu plus d'autonomie. Ils annoncent un peu plus de 500 km d'autonomie, 440, 450 pour la version 30, donc en xDrive, avec les 4 roues motrices et donc 2 moteurs. Au niveau du gabarit, c'est exactement la même chose qu'un BMW X1. Ça mesure 4,50 m pile poil de long, 1,84 m de large, 1,62 m de haut, un empattement de 2,69 m. C'est vraiment les mêmes caractéristiques. C'est quasiment la même chose, sauf que niveau poids, là, on est aux alentours de 1950 kg, puisqu'on a une batterie qui fait, elle, 65,2 kWh. Elle recharge jusqu'à 130 kW, donc environ 29 minutes, donc 30 minutes à peu près pour un 10 à 80% sur un chargeur rapide. On verra, selon si j'ai bien épuisé cette batterie, voir si je peux aller me connecter à une prise rapide pour vous faire une charge et vous montrer comment ça fonctionne. Celle-ci monte jusqu'à 170 km/h avec un 0 à 100 en 8 secondes 6, ce qui est déjà franchement pas mal. 5 secondes 6 pour la version la plus puissante de 313 chevaux, donc en xDrive, et 180 km/h maximum. Petite différence quand même pour séparer un petit peu les segments. Il existe en finition X1, X-Line et M Sport. On a plusieurs choix. Aujourd'hui, c'est un M Sport qui donne le look un petit peu plus sportif avec ses entrées d'air ici, ses côtés un peu plus noirs. À l'arrière, un diffuseur plus sportif également, des sièges à l'intérieur plus sympathiques pour les gens qui aiment le côté motorsport de BMW. Ensuite, avec cette voiture, on aura plein de packs. On aura le pack Évasion que l'on a aujourd'hui, le pack Premium, on n'a pas celui-ci, le pack Innovation avec les aides à la conduite, conduite au niveau 2, etc. Le pack Confort que l'on a également aujourd'hui, et ensuite le pack M Sport Pro qui nous amène encore un petit peu plus de choses, les étriers, etc. Pas mal de personnalisation possible chez BMW, 13 couleurs standard. Alors celui-ci, c'est le gris un petit peu bleuté arctique que j'aime plutôt bien. 13 couleurs standard, donc à 990 €. Sinon, on a le individual, donc on peut choisir vraiment la couleur qu'on souhaite. Là, on est à 3 950 €. Un petit peu plus cher, mais ça permet de se faire plaisir. Les packs sont entre 1000 et 4500 € selon ce qu'on veut. Par exemple, le pack Innovation avec toutes les aides à la conduite, 4200 €. 2000 et quelques pour le pack Confort, 1700 pour le pack Évasion. On peut avoir par exemple des barres de toit, etc., crochets d'attelage. On peut remorquer jusqu'à 750 kg avec cette voiture. On a un coffre, on verra, relativement correct de 490 litres. Ce qui est bien, c'est que la batterie est sous le plancher, pas comme les PHEV où c'est dans le coffre. Je vous refais rapidement un tour du propriétaire pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais si vous avez vu la vidéo X1, c'est quasiment pareil au niveau du look et du design. Au niveau de l'éclairage, au niveau du capot, du style, il y aura quasiment aucune différence comparée à la version X1.
La seule différence, ce sera donc la calandre ici qui sera pleine. Et oui, parce que sur les véhicules électriques, on n'a pas besoin d'aller refroidir le moteur qui se cache derrière le capot. Donc ça, c'est l'avantage. Donc ça permet de remplir cette calandre et également de jouer sur le côté aérodynamique de cette voiture pour que les flux d'air s'écoulent un peu mieux, que ça ne rentre pas et que ça ne vienne pas s'engouffrer à l'intérieur de la voiture. Ils ont remis quand même le petit badge avec l'entourage bleu sur ce iX1. Alors maintenant, ça tend à disparaître de plus en plus, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, quasiment tout est un petit peu électrifié ou électrique. Mais il est là, en bleu. On a une caméra à l'avant, les aides à la conduite sont concentrées dans les capteurs ici au centre, et ensuite donc c'est plein. Ça va changer, vous allez voir. Si vous avez déjà vu le nouveau iX3, les nouvelles BMW avec la Neue Klasse, les nouvelles séries 3, etc., vous allez voir, il y a beaucoup de changements à venir. Ensuite, les blocs optiques, ça c'est pareil, c'est le standard qu'on a depuis quelques années, mais ça va également beaucoup évoluer ici. Ensuite, sur le bas, là par contre, on a un petit peu d'entrée d'air pour aller refroidir les batteries tout de même, parce qu'on a quand même un liquide de refroidissement pour les batteries, au cas où ça chauffe, ou même le moteur électrique, mais c'est tout petit comparé à un gros moteur thermique qui chauffe énormément. Sous ce capot d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il n'y a rien. Juste un cache. Pas de frunk, dommage. Par contre, vous aurez quand même une grosse différence entre le pack M ici, qui nous met quelque chose de plus agressif comparé à une version standard qui est beaucoup plus sage. Et pareil, au niveau des options, vous avez les options pour avoir les feux matriciels, etc. J'en profite, lumière de fin de journée, c'est juste sublime avec les petits oiseaux qui chantent dans la nature, et le côté électrique, je vous avoue que ça me fait du bien. Lorsque je viens ici comme ça dans la nature, en forêt, et que j'entends les petits oiseaux, etc., ou que je vois des biches, des renards, eh bien, je vous avoue que le côté électrique, moi, ça me fait du bien. Sur le côté, donc comme on a le pack M également, donc les petits bas de caisse de cette façon, on a les poignées affleurantes, les barres de toit en noir, les entourages en noir également, c'est plutôt bien fini. Vitre arrière surteintée sur quasiment toutes les voitures de nos jours, tout est peint, pas de plastique disgracieux au niveau des arches de roue, ça rend également cette voiture un peu plus premium. BMW, ça reste premium, donc on fait ça bien. Les jantes, on aura beaucoup de choix. On a 7 types de jantes différents tout de même, 17, 18, 19 ou 20 pouces. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'aient pas fait de petites versions comme ça M, puisqu'il existe sur le X1, le X1 35, un peu plus sportif, comme le X2, mais il n'y a pas eu de version électrique un peu plus sportive. Moi, j'aurais peut-être bien aimé. Alors, je ne sais pas si ce serait vendu, mais ça aurait pu être cool pour les chefs d'entreprise et autres. Donc, les étriers, on peut avoir du plus gros selon si on prend le pack Pro ou pas. On a des caméras sur les côtés, rétroviseur rabattable électriquement dès qu'on s'éloigne. La trappe de recharge se situe de l'autre côté. Petit béquet un petit peu plus spécifique également à ce pack M. Les feux que l'on connaît, qui sont bien englobants, qui viennent sur le côté et qui s'éclairent également là. Et pareil, à l'avant, on voit un petit peu les blocs optiques lorsqu'on est sur le côté. Petit coup de 3/4 arrière avec cette lumière de film hollywoodien. Donc, on voit qu'on a une vitre un petit peu inclinée. Ce que j'aime bien, c'est que c'est encore un vrai SUV, c'est pas la version coupée. Si vous voulez la version coupée, il existe bien entendu le iX2. C'est la même plateforme, la même voiture, sauf que c'est coupé ici, un look un peu différent avec les feux posés différemment également. Moi, j'aime bien parce que c'est quand même très travaillé, c'est musclé, surtout justement avec le pack un petit peu plus sportif. Je trouve ça assez sympa. iX1 noté de ce côté-là avec le i pour nous rappeler le côté 100% électrique, et le iDrive 20 pour nous rappeler la motorisation, donc les 204 chevaux avec un seul moteur en traction. Et plein arrière ici, donc on voit toujours ce grand C ici, bien sûr c'est du full LED à l'arrière, le troisième feu stop ici, le bleu également à cet endroit-là, la caméra de recul ici avec quand même de quoi la nettoyer lorsqu'on met le nettoyage en marche arrière, quelque chose de très simple, tout est peint, c'est joli, bien entendu pas de pot d'échappement, mais sur le sur le X1, on retrouve la même chose, sauf qu'il y a un petit peu d'échappement caché en bas. Au niveau du volume de coffre, on a quand même l'ouverture automatique. Donc ça, c'est quand même pas mal. Alors là, j'ai quand même beaucoup de matériel. Ici, le Ronin pour vous faire des beaux plans stabilisés. Le gros sac photo. Vous avez même sorti le drone pour vous faire des petits plans dans l'intro. Je suis trop sympa. 490 litres, comme je vous disais. On a un peu de place en dessous pour ranger les câbles de chargement, par exemple, juste ici. On retrouve également le kit anti-crevaison, pas mal de choses. Et on a encore la trousse de secours dans son petit bac sur le côté. Et ici, un petit filet de ce côté-là, pas mal de rangement. Un beau Touareg V6 TDI, ça n'existe plus ça. Touareg, c'était vraiment chouette à l'époque. Il avait même fait en W12, V10 et tout, c'était fou. On a un coffre avec le plancher quasiment plat à hauteur du seuil de chargement juste ici, une prise 12 volts là-bas, un éclairage LED ici, la banquette qui se rabat en 40, 20, 40,
de fixation top taser et Isofix, de quoi accrocher des filets si on souhaite dans le coffre, la plage ici qui est en dur, le triangle se cache là-haut, et donc les 490 litres, qu'est-ce que ça donne? Hop là, bon, j'ai quand même pas mal de place à l'intérieur, 490 litres, c'est chouette, pour un petit SUV, compact d'ailleurs, le X1 et le X1, c'est les plus petits SUV de la marque BMW. Alors, aux places arrière, qu'est-ce que ça va donner lorsque j'ouvre la portière? De ce côté-là, on a du plastique dur sur le haut, sur le bas, un peu partout, juste du moussé au niveau de notre accoudoir sur le côté avec la vitre. Je rentre ici. Donc, Nicolas, moi je mesure 1,80 m. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ouh, c'est un petit peu ferme ça, dis donc. Ah ouais, c'est un peu ferme. Par contre, on a la banquette ici qui vient bien se coller à l'arrière du popotin. J'ai de la place au niveau de la tête. Alors, le rideau ici, c'est pas ouvert entièrement. Bougez pas, est-ce que je remets le contact? Non, j'ai laissé la clé dehors, flûte. Bon, on peut l'ouvrir en grand jusqu'au bout. Les sièges sont réglés pour une grande personne. Celui-ci est encore assez incliné comparé à celui de gauche. Je me suis mis là parce qu'il y avait le soleil du mauvais côté. Donc là, j'ai plutôt de la place quand même lorsque c'est reculé et qu'il est tout en bas. Lorsqu'on le relève un peu, on aura un plus de place pour passer les pieds sous les sièges. Sinon, c'est un petit peu juste. On a quand même fixation top taser Isofix sur le siège avant droite. Ça, c'est un plus. Les poignées à l'arrière sont jolies. On a la sono Harman Kardon en option aujourd'hui. Alors, par contre, comparé au X1, le fait qu'on ait une batterie dans le plancher fait que, regardez mes jambes, eh bien, mes genoux remontent beaucoup plus haut. Ah oui, on ne peut pas creuser les bagues de pied en bas. Ouais, parce qu'on a une batterie qui fait environ 15 cm de haut, donc il faut bien remonter ce plancher. Donc la position à l'arrière eh bien, est beaucoup plus haute. C'est un peu différent. C'est le seul problème pour les grandes personnes à l'arrière. Mais les sièges sont plutôt bien. Je relève mon appui-tête. Le dossier est assez ferme. Il maintient un tout petit peu sur le côté, mais est plutôt ouvert. On pourra quand même mettre des personnes assez corpulentes à l'arrière. On a ici de la ventilation, deux ports USB-C, un petit bac de rangement. Alors si vous mettez des trucs ici, c'est sûr que ça va voler dans quasiment tous les virages parce qu'il n'y a même pas de petit plastique ou caoutchouc pour amortir. Ça c'est un petit peu dommage. BMW, là une petite partie soit un petit peu plus creusée avec la partie, vous savez, un petit peu caoutchouteuse, ce serait top de chez top. On a ici le petit endroit pour mettre son cintre. On a les liseuses, les poignées pour tout le monde avec un petit crochet. Tout le monde a sa poignée. Ici, on peut ouvrir un peu plus grand. Et par contre, moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est d'aller chercher la ceinture là-haut, là, dans le plafond. Alors, c'est peut-être plus joli de ne pas avoir la ceinture ici, mais c'est quand même beaucoup plus pratique de l'avoir là et plus simple, surtout pour les enfants, et qui la mettent directement, alors que là, il faut aller la chercher, diviser ce truc en deux, la mettre d'un côté, ensuite de l'autre, après on se trompe, non, c'est pas le bon côté, non, c'est d'abord là et ensuite là. Ça, c'est le truc un petit peu dommage. Après, c'est aimanté et ça vient se refixer là-haut, c'est aimanté également, donc ça fait pas de bruit, ça vibre pas. Et lorsqu'on veut rabattre, on tire ici. Donc, on a plusieurs inclinaisons possibles et on a un plancher quasiment plat lorsque la banquette arrière est rabattue. Donc 40, 20, 40. Je peux le faire seulement avec la banquette du milieu si je veux. Et regardez, si je veux la laisser de cette façon, on a ensuite plein d'inclinaisons possibles. Là, là et ensuite sur la fin. Mais bon, le mieux c'est de la laisser incliner le plus possible. Ou si moi je le teste, allez hop, parce que là, je ne vais pas faire grand chose, hein, c'est pas trop possible. La moins inclinée comme ça, en position assise, bon ça va, je suis vraiment droit, mais je vous avoue que moi je préfère lorsqu'on est le plus incliné, ça me donne plus d'espace et une façon d'être plus relax à l'arrière. Quoi? Je vous ai pas fait la place du milieu? Effectivement, la place du milieu, ici. Alors, oh, la place du milieu, qu'est-ce que c'est confort! Oh, je m'enfonce ici, là. Oh, dans un petit nuage, mon popotin dans un petit nuage. Je suis là, ah, ça me fait du bien de m'asseoir ici. Le dossier, par contre, lui, il m'a dit, calme-toi. Le dossier est très dur, l'assise est très confortable. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit mix entre les deux, mais n'oublions pas que le milieu, on peut l'ouvrir, faire une sorte de trappe à ski. Par contre, j'ai de la place. Ce qui est bien, c'est que les rails sont positionnés assez loin, donc je peux passer mes pieds ici et resserrer assez bien. J'ai une bonne visibilité. Là, je suis bien sur l'avant. C'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, je viens de remarquer, mais il n'y a même pas de filet, il n'y a même pas de bac de rangement à l'arrière des sièges, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est rare, par contre, qu'on ne trouve pas. Par contre, les bacs de porte sont juste gigantesques. Il y a énormément de place. Alors, je suis même pas sûr qu'on mette une bouteille d'un litre et demi, mais en tout cas, il y a beaucoup de place pour les bonbons. Alors, par contre, il y a juste un truc, il faut qu'on en parle, c'est ça, écoutez. Ce bruit-là,
c'est pas ouf quoi. C'est bof. Hein. À l'avant, donc les poignées, pareil, affleurantes ici. Par contre, à l'avant, c'est un petit peu mieux quand même au niveau du bruit. Le rétroviseur ressemble à ça ici. Donc la poignée, on ouvre sur cette belle ligne. Qu'est-ce que ça donne au niveau de cette portière arrière? Donc c'est un petit peu cette portière arrière. Oh là là, je me dis des bêtises. Là, cette portière avant. Donc cette fois-ci, c'est moussé. Là, on a une sorte de petit Alcantara avec les surpiqûres en bleu. C'est vraiment joli. La sono Harman Kardon. La poignée ici. Toujours ce support pour venir fermer la portière. Là, c'est top. Parce qu'il y a des voitures qui font n'importe quoi en ce moment. La BMW nous a fait une vraie poignée. C'est agréable. On sait où la trouver. C'est facile, simple et efficace. Les commandes de fenêtres et de rétroviseur. Ici, on peut les rabattre également d'ici. La sono Harman Kardon, et ensuite sur le bas, c'est du plastique assez standard. Hein. Et l'ouverture du coffre à distance. Grand bac de rangement. Cette fois-ci, ici par contre, normalement, on peut mettre une bouteille d'1,5 litre si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on a des sièges qui sont tout de même électriques avec la finition cuir Alcantara, un petit peu de tissu sur les côtés juste ici et les réglages que l'on voit ici. Ensuite, là, le petit badge M là directement et même les appuis-têtes ici Alcantara. On a là-haut le toit vitré qui ressemble à ça. Et ensuite, le volant M également, puisqu'on est sur ce pack, hein, donc M Sport. On retrouve de l'Alcantara ici, les sortes de cuir sur le haut, les belles surpiqûres, c'est plutôt pas mal. Un peu plus bas, le pédalier Sport également, le gros repose-pied sur la gauche et de couvrir la coffre juste ici à l'avant en tirant 2 fois. Lorsque je viens m'installer à l'intérieur, alors je viens fermer ma portière, on a de ce côté-là les commandes pour l'éclairage. Le mieux c'est de laisser en mode auto ou le menu ici qui va m'afficher sur l'écran principal les infos de l'éclairage. Le volant ici que l'on peut voir, donc volant M, donc on reconnaît le M surtout grâce à cette partie-là sur le volant ici. Le bleu, eh bien, ça veut dire que c'est électrique, vous connaissez maintenant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sur le côté, ce sera les aides à la conduite, de ce côté-ci, et de ce côté-ci, ce sera le multimédia. On reconnaît derrière donc les commodos, là, pour les essuie-glaces. De ce côté-là, on a une seule palette, la palette Boost, ici, qui va nous donner 10 secondes avec le maximum de puissance de la voiture, et derrière, appel de phare, etc. L'écran, donc lui, on le connaît maintenant, avec le i, comme c'est une version électrique sur cette version. Aujourd'hui, un affichage tête haute que l'on aura. Alors là, j'ai pas démarré la voiture, mais si je la démarre, normalement, hop là, vous le voyez qui s'affiche juste là. C'est très lisible et c'est efficace. Et d'ailleurs, vous voyez, là, on a un capot énorme. Et en fait, ça donne vraiment cette sensation SUV 4x4, quoi. Ensuite, donc, on a le curve display, lui, on le connaît. Donc là, par contre, il y a une grande séparation, contrairement à certains autres modèles, je trouve. J'ai l'impression qu'il y a plus de séparation ici. Ensuite, on a des raccourcis ici. Retourner au menu, on peut connecter le CarPlay. Le mien est connecté en sans fil. D'ailleurs, je crois que chez BMW, on est obligé de le faire en sans fil. On ne peut pas le faire en filaire. J'y arrive pas, en tout cas, moi. Jamais. Ensuite, un gros aérateur. Celui-ci, il est pour moi. Le désembuyage se trouve là. Et je règle ça. Le passager, lui, a ses 2 aérateurs en pleine face, directement. Donc pareil, ça, vraiment l'intérieur entre le X1 et le iX1, il n'y a aucune différence. On a le chargeur par induction, là vous voyez où il y a un rétroéclairage, avec cette partie ici qui est avec un ressort qui va faire en sorte de bien tenir votre téléphone. Double porte-gobelet ici, 2 ports USB-C, le grand bac de rangement en dessous qui est vraiment large et profond. On peut voir donc il y a vraiment beaucoup d'espace. Juste ici par contre, je ne peux pas y accéder par là-bas. Ouais, parce que c'est pas une vraie console flottante. Regardez, là, de ce côté-là on voit ça, mais on peut y aller sur le côté. Ensuite, les commandes ici, donc 2 boîtes de vitesse, donc avec le reculé, neutre, parking, drive et le mode break. On réutilisera ce mode break tout à l'heure. Et le frein de parking, ça c'est pour activer ou désactiver les bip bip. Là vous savez, pip 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 pip, lorsque vous reculez et que vous avez besoin des radars. Le volume avec la touche mute en appuyant ici, warning, changer de musique, les modes et les menus de la voiture. Le auto hold pour ne pas avoir à freiner lorsqu'on est à l'arrêt. Et ça, c'est la petite touche pour ouvrir cette partie-là. On dirait presque les anciens trucs où il y avait les téléphones à l'époque, les Nokia, etc. qu'on mettait là. Alors, il n'y a pas énormément de rangement là. Par contre, heureusement qu'il y a le grand bac juste en dessous. Donc, les My Mode, ici, ça va me permettre de personnaliser les modes de ma voiture, personnel, sport, efficient. Et ensuite, je vais avoir les commandes de menu ici pour avoir des raccourcis. Donc, je touche ici et j'ai par exemple désactivé les alertes de vitesse. Donc, oui, d'accord.
l'avertisseur de changement de ligne et ensuite changer châssis, propulsion, recharge, etc. J'ai des raccourcis sur le haut, je peux le faire de cette façon, retourner au menu principal. Là, lorsque je suis dans le CarPlay, menu principal de la voiture, les applications avec vraiment là tous les réglages, etc. Et pour revenir au CarPlay, une fois Home et la deuxième fois, vous appuyez ici. Ça, c'est une réglementation Apple. Il faut qu'en 2 clics, on puisse atteindre le CarPlay dans toutes les voitures pour autoriser le CarPlay. Voici à quoi ça ressemble. Donc la planche de bord est plutôt sympa, simple, efficace. Et la boîte à gants, juste ici, ah bah tiens, regardez. La fiche produit, 61 580. Ah, mais j'ai pas exactement le même prix, peut-être que ça a augmenté un petit peu. On peut voir donc les informations de cette voiture. Et le pack d'options ici, c'est à peu près le même prix, à quelques euros près. Dans tous les cas, ils vous feront une petite réduction, vous le négociez bien. Vous dites, Nico, il nous a dit qu'on pouvait négocier, ça passe. Les sièges donc ressemblent à ça. Oh, regardez cette lumière-là. J'adore ça. Et donc ce grand toit vitré. Sur le haut, on retrouve les réglages donc du toit pour pouvoir ouvrir la partie avant ou fermer le rideau. Les LED ici donc qui sont en tactile, la touche SOS et les réglages d'éclairage. Le rétroviseur sans bord bien entendu, électrochrome pour la nuit. Ici, je retrouve donc ma partie petit miroir avec l'éclairage directement intégré ici et mon passager a normalement la même chose. Hop, hop, j'ai un petit micro là. Également, le passager a son micro et à l'arrière, il n'y en a pas. Bref, c'est parti pour un essai d'une semaine, un petit peu plus d'une semaine même avec cette voiture. On va tester les consos, on va essayer de se faire une recharge sur charge rapide, voir l'autonomie réelle en conditions réelles avec tout type de route. Et on se fait un petit débrief à la fin de cette semaine. C'est parti! Alors, nous voici donc dans ce BMW iX1. Il est chargé à 98%. Il avait 99, il vient de passer à 98, donc quasiment 100% de batterie. Je viens de remettre à zéro les consommations pour nous faire vraiment une idée de l'autonomie totale. Actuellement, il fait 11 degrés, il y a quand même un petit peu de chauffage, il se met à pleuvioter et autres. Donc, on va utiliser comme d'habitude dans toutes les conditions, avec une utilisation de la vie réelle. Vraiment comme moi je le ferai au quotidien. Elle va me servir un peu plus d'une semaine cette voiture, donc avec des allers, des retours, Paris et autres. Là par exemple je me dirige dans Paris. Donc là je suis parti pour 36 km, tout de même 53 minutes. Je vais rejoindre mon ami Vincent de Sans Bornes. On va aller manger ensemble parce que c'est un bon copain. On se connaît tous dans YouTube, on est tous un petit peu copains en vrai. Donc ce que j'aime bien, le côté électrique, là je viens de poser ma Twingo. Hop là, vous savez... J'aime bien raconter les petits trucs, j'aime bien raconter ma vie, c'est pour ça que vous m'aimez bien, je pense. J'avais un souci avec l'embrayage qui claquait, etc. En fait, c'était juste le tapis qui tapait la pédale. J'étais genre, mais j'ai un problème d'embrayage et tout. Alors, pas du tout. C'était juste le tapis qui venait accrocher en dessous de la pédale et qui me mettait des à-coups. J'étais genre, qu'est-ce qui se passe? C'est tout, j'étais en galère. Et en fait, non, c'est rien de grave. Et là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas de révision à faire, il n'y a pas d'huile, etc. C'est tellement bien. En vrai, l'électrique, pour ça, ça reste quand même un réel avantage. C'est une batterie, un moteur et c'est tout quasiment. Bon, après, il y a quand même quelques petites technologies supplémentaires. Hein. Mais par exemple, maintenant, même les directions assistées, au final, c'est de l'électrique. Avant, c'était de l'hydraulique. Enfin, tout était relié un petit peu. Aujourd'hui, c'est, on va dire, plus simple. C'est juste électronique, c'est des pièces à changer. Bon, moi, je trouve ça plutôt bien. Mais c'est surtout ce côté agréable de l'électrique, ce silence, ce côté hyper agréable dans toutes les conditions. Là, je suis à 45. Je pense c'est top. Le X1, iX1, c'est les modèles les plus vendus par BMW. Et je comprends parce que c'est spacieux, on est positionné haut. Les relances, même si c'est la plus petite version, sont plus que suffisantes. On a 204 chevaux sur ce véhicule. 204 chevaux, autant vous dire que ça suffit. On a, dans la vraie vie, concrètement, pas besoin de plus. Là, ce que je fais, je reste appuyé sur 7 puisque ça a été réglé comme ça pour pouvoir désactiver le bip de survitesse, que des fois, je suis à 72. Là, par exemple, c'est une zone à 70, sinon ça aurait sonné. On est rarement pile poil à la vitesse, donc moi, je trouve ça un petit peu désagréable. Donc, je désactive direct. Ensuite, on a les aides à la conduite qui sont disponibles. Ça fait partie des packs d'options que je vous conseille de prendre réellement. La direction est agréable, c'est fluide, on a toujours ces gros volants chez BMW. Là en plus c'est une M Sport, donc c'est encore un petit peu plus imposant à chaque fois.
On est bien, les sièges M Sport également offrent un bon maintien. On l'avait essayé dans le X1. Là, je me suis dit, je vais vous faire le iX1 parce que, bien, voilà, on a cet environnement qui est à peu près pareil. C'est quasiment la même voiture, mais en version électrique. Alors, c'est un poids un peu différent, une répartition d'e-masse un peu différente. En M Sport, on a toujours ce comportement un peu dynamique. On ira le tester, bien entendu, sur tout type de route, comme d'habitude. Il devrait faire beau, là. Donc, je vous fais un petit retour. Petit truc. Alors, comme dans le X5 que j'avais essayé, je trouve que les vitres sont peut-être un petit peu fines. Il me semble pas qu'on ait possibilité d'avoir le vitrage feuilleté, mais j'aurais bien aimé. On a un éclairage d'ambiance qui est possible, là il est éteint, mais on peut avoir un petit éclairage d'ambiance à l'intérieur, ça amène une petite touche plus sympa. On peut se mettre donc ici les aides à la conduite, donc moi je vais mettre Drive Assistance, hop c'est 110 ici, et je vais laisser rouler. Là j'étais à 90. Alors attendez, bougez pas, je vous fais un petit bout de 90 quand même, comme d'habitude. Donc j'ai le centrage de voix, etc. avec le pack Innovation. Ouais, c'est agréable, c'est bien. On entend un petit peu les bruits de roulement tout de même, je trouve. J'aurais bien aimé un petit peu plus insonorisé quand même. Comme là c'est une voiture électrique, il n'y a pas le moteur qui tourne, etc. J'aurais bien aimé un petit peu plus insonorisé. Ensuite, je clique 2 fois vers le haut à fond. Ça me permet de monter le régulateur de 10 en 10. Là, par exemple, il y a un camion qui s'insère devant, elle ralentit d'elle-même. Et ensuite, pour le doubler, hop là. Alors, ce qui est bien, c'est que selon les modes également, la conduite autonome va s'adapter. Si vous mettez le mode sport, elle sera un petit peu plus dynamique. Si vous mettez le mode confort, ce sera également plus confort. À 110, alors là, je suis sur un goudron plus propre qui fait moins de bruit. Écoutez. Bon, quoique. Ouais, il fait pas. Ouais, ça va. Et c'est un peu moins bruyant là-bas. J'ai l'impression qu'à 110, on a moins de bruit qu'à 90. C'est assez bluffant. Les bruits du vent sont hyper bien contenus. On entend juste un petit... Vous mettez un peu de musique, ça y est, c'est fini, on ne l'entend plus du tout. C'est agréable, j'aime bien me sentir haut. C'est un SUV assez sympa. Le look, ça vous m'en dirait des nouvelles. Bon, c'est vraiment comme le X1. Moi maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir combien de kilomètres je vais réaliser avec cette voiture en l'utilisant au quotidien, avec des déplacements et autres, du Paris, de l'Île-de-France, aller dans le sud, dans le nord, à gauche, à droite, vers Disney, etc. Le but, c'est de l'utiliser pas mal pendant une semaine et de voir justement ce que ça consomme. À votre avis, combien de kilomètres je vais réussir à faire? Le but, c'est comme d'habitude, je vais essayer de m'approcher de 5%. Sans aller trop en dessous, le recharger. Si je trouve une borne de recharge électrique rapide et que je peux le faire sur cet essai, je le ferai avec plaisir, comme d'habitude. Ça dépend vraiment de pas mal de choses. C'est 110 ici. Oh, j'ai eu peur. Parce que là, il y a le panneau 90, je suis là genre, j'ai toujours peur en France de me faire flasher. Bon, après, il faut savoir que les véhicules électriques, comme d'habitude, dans une utilisation urbaine ou périurbaine, c'est le top. Et si vous allez vraiment sur l'autoroute tout le temps, c'est là que ça va consommer le plus. 90, c'est vraiment la plage idéale pour une voiture électrique. C'est là où vous faites le plus de kilomètres quasiment et vous consommez le moins. Entre 70 et 90, c'est le top du top. À 110, ça commence à consommer un petit peu plus. À 130, par contre, là, c'est de façon exponentielle, ça consomme vraiment plus. Là, le but, c'est pas forcément de faire que de l'autoroute, puisque moi, je vais plutôt l'utiliser comme une voiture du quotidien, un petit peu comme un employé ou un chef d'entreprise qui a pris cette voiture. Et c'est souvent le cas. C'est souvent une voiture de fonction, le X1, donc il va nous permettre de faire des trajets domicile-travail. Il y a beaucoup de gens en région parisienne qui l'ont. Gros avantage, c'est que le parking est gratuit avec. Ça reste un vrai plus. Moi qui vais à Paris, là par exemple, je suis content, je n'ai pas besoin de prendre de ticket. L'application me dit pas besoin de prendre de ticket. Jusqu'à 2034, le stationnement est gratuit pour le moment, tant qu'il ne change pas les règles. Donc ça, c'est quand même un réel avantage. Et ça vous permet bien de rouler également avec plus de fluidité, pas besoin de chauffer, pas besoin de faire des révisions, etc. Donc ça reste un vrai plus. Me voici donc arrivé sur cet endroit magnifique que tous les franciliens adorent, admirent, le périphérique parisien. Tout ça les aide à la conduite. C'est pour ça aussi que la voiture électrique est intéressante. C'est que dans ces conditions, les consommations sont relativement correctes. Là, vous voyez, par exemple, là, sur les 22 premiers kilomètres, elle consomme pas tant que ça. Je suis assez bluffé. Parce que j'ai quand même fait pas mal de 110, du 90, et j'ai une moyenne de 10,2 kWh au 100. Ça, c'est pas mal. Dans ces conditions, la voiture ne consomme pas grand-chose. Après, ce qu'il faut dire, c'est que l'hiver, on va dire que ça consomme à peu près 1 kWh à l'heure. Donc c'est en gros 1000 watts le chauffage dans un véhicule. Ça consomme un petit peu plus lorsqu'on a un toit vitré parce que ça amène un petit peu plus de froid. Mais
c'est vraiment, là c'est dérisoire. On va dire qu'on le compte pas trop la différence de ça, mais dans ces conditions, la voiture ne force pas trop. À chaque fois qu'elle freine, elle régénère un petit peu d'énergie. Donc, ça reste quand même assez idéal pour tous les gens qui sont en périphérie des grandes villes comme ça ou dans les grandes villes où ça bouge beaucoup, qui ont besoin quand même d'un petit peu de place et surtout de confort. Et surtout, regardez, enfin, là, moi, je laisse juste les mains là et je regarde ce qui se passe. Ce beau camion là qui m'a doublé. Oh, la tour triangle aussi. J'ai hâte de voir quand elle sera finie, celle-ci. Ça va être un sacré monument. Et ils vont refaire également toute la tour Montparnasse. Ça, c'est assez bluffant. Il va y avoir, je crois, quelques années de travaux. Et ils vont vider toute la tour Montparnasse. Ils vont tout refaire, en faire un truc de folie. Ça va devenir très, très moderne. D'ailleurs, est-ce que vous êtes plutôt vraiment modernité, style, voilà, c'est tout carré, etc. Ou vous aimez bien le truc d'époque, là où il y avait des petites statues, des petits machins qu'on creusait, qu'on taillait, les pierres, etc. Je trouvais qu'à l'époque, c'était dingue. On faisait des trucs fous avec une architecture incroyable. Et aujourd'hui, il faut juste que ce soit droit, blanc, lisse. C'est un peu dommage. Mais par contre, niveau voiture, effectivement, il y a deux mondes. Il y a encore les voitures un peu sportives, un petit peu à l'ancienne, boîte de vitesse manuelle, tout ça qui vibre un peu et tout. Ou ça. Alors, je vous avoue que ça, par contre, dans ces conditions, je trouve ça bien. Pour moi, c'est quand même une technologie qui s'est avancée et qui va devenir de mieux en mieux avec les années. Moi, j'espère vraiment qu'on ait des batteries qui se rechargent encore plus vite et qui durent encore plus longtemps et qui coûtent moins cher surtout. Même si là, ça commence à baisser un petit peu avec les marques qui arrivent avec des véhicules beaucoup plus accessibles, même si c'est des toutes petites batteries, puisque la batterie, en gros, c'est ce qui coûte le plus cher sur les voitures. Après, il faut qu'ils continuent à faire des marges, etc. Il faut qu'ils remboursent les milliards qu'ils ont investis pour créer des usines et autres. Mais j'ai hâte que les véhicules baissent, parce que c'est devenu extrêmement cher. BMW, par contre, eux, ils ont le gros avantage de vendre énormément de voitures parce qu'ils sont très très bons sur les financements et les valeurs résiduelles. Et c'est ça qui fait que BMW est hyper attractif, et c'est pour ça qu'on en voit autant, et même les entreprises, chefs d'entreprise et autres, ça devient hyper intéressant. Vous voyez, moi, ce confort, une fois que j'y goûte, lorsque je repasse à une voiture standard, ça me manque. Même si j'essaye des voitures sportives, etc., des trucs hyper excitants, il y a le côté très excitant, mais des fois, j'en manque de ce côté calme et serein. D'ailleurs, normalement, je vous fais des voitures très très excitantes très bientôt, là, genre Lamborghini Urus SE, Lamborghini Revuelto, il va y avoir des trucs assez sympas. Et BMW, ils ont la nouvelle M2 CS. Ça aussi, c'est excitant. Bon, après quasiment 1 heure de région parisienne, j'ai perdu 5% d'autonomie. Là, elle vient juste de passer à 92, donc allez, on va dire 6% de 98 à 92. J'ai réalisé 35 km et une moyenne à 10,4 kWh au 100. Donc, on va voir, je vous reprends quand j'ai consommé 10% réellement, que je serais passé à 88%. Ça nous ferait une petite idée déjà normalement de la marge théorique de 100% de la batterie. Alors, j'en suis arrivé à 88% de batterie et j'ai réalisé 56 km. Donc, ce qui voudrait dire, si 10% représente 56 km, on ferait 560. Bon, là, j'étais dans les bonnes conditions, des routes où ça allait. Signalé sur votre trajet. C'est gentil. Donc, où ça roulait, c'était de la ville, Paris, de l'urbain, c'est dans ces conditions que ça consomme le moins, sans faire d'autoroute ou autre. On a une météo à peu près correcte, donc il faisait pas trop froid. Donc, dans ce genre d'utilisation, la voiture électrique, c'est vraiment chouette. Là, je reprends la route, je suis reparti pour faire... là, je suis reparti pour faire 50 km retour, donc encore une centaine de kilomètres là. On va voir ce que ça donne et on va aller faire de l'autoroute et tout type de conditions, plus petites routes sinueuses et autres. Et puis comme il fait beau, ça va me permettre de vous faire le statique, le petit plateau d'entrée. Normalement, il devrait y avoir un petit peu de soleil en fin de journée. Alors, on arrive ici sur l'autoroute, donc 130 km/h, je mets mon régulateur. Bien entendu, moi, je me laisse conduire comme d'habitude. La voiture relance assez facilement. La puissance suffit amplement. 170 km/h max celle-ci, 180 km/h la version 30. 170 dans la réalité, ça suffit largement. À 130, j'ai un petit peu de bruit du vent. J'ai encore un peu de bruit de roulement, toujours un petit manque pour moi d'insonorisation au niveau des vitres, mais bon, c'est pas déconnant non plus. Ça reste mieux que la plupart des voitures quand même. Hop, on se rabat, on reste pas sur la file de gauche. Là par contre, j'ai une moyenne donc en instantané qui a pas l'air si énorme que ça. Là, c'est une légère petite montée, il m'indique 20 kWh au 100.
Alors chez BMW, souvent quand ça oscille un petit peu aux alentours de 20, il essaye de faire une petite moyenne sur le temps. Voilà, là par exemple ça se remet un peu plus à plat, il me dit 17,9. Mais jusqu'à présent, je trouve que niveau consommation, eh ben, c'est plutôt pas mal pour un SUV de cette taille-là. Je me rappelais plus avoir fait le X1 récemment et je me rappelais plus du tout des consos. Je pensais que ça consommait quand même beaucoup plus. Par contre, là, en étant sur autoroute, la moyenne augmente assez vite. Mais je pense qu'avec le relief, etc., vous pouvez compter une moyenne aux alentours de 20 dans ces conditions, sans trop de vent, etc. Mais on est plutôt bien. Et l'avantage, c'est qu'on a quand même une charge rapide. Bon, on est comme quasiment toutes les autres voitures, un 10 à 80% en environ 30 minutes, sauf les vraiment rapides, qui sont beaucoup plus rapides, qui sont entre 16 et 20 minutes. Et on gagne une dizaine de minutes. Est-ce que ça fait réellement la différence pour quelqu'un qui ne fait pas souvent des longs trajets? Pas vraiment. Ça fait une plus longue pause pipi où vous mangerez 2 sandwichs au lieu de 1. Bon, ça fera prendre un petit peu plus de bide. Mais est-ce qu'on se fait souvent des très longs trajets lorsqu'on a une voiture électrique? Pas forcément. N'hésitez pas à me donner votre retour, vous. Mais moi, je sais que ça ne me dérange pas forcément plus de faire 10 minutes supplémentaires de pause toutes les 2 heures. Je viens de m'apercevoir que je viens de faire 101 km et il me reste 76% de batterie. Donc en gros, avec 22%, on fait une centaine de kilomètres. Ce qui est plutôt pas mal. Là, on arrive sur des petites routes de campagne très dégradées ici, où ça bouge vraiment de partout. C'est très ondulé, lisse, il y a des trous, des nids de poules et autres. La suspension reste correcte, confortable. Ça reste une BMW avec le châssis M-Sport, donc c'est-à-dire assez de fermeté. On a en plus un châssis ici super solide avec la structure de la batterie qui rigidifie tout ça. Donc ça veut dire que j'ai un châssis qui ne bouge pas, qui ne se déforme pas, qui ne se tord pas, contrairement à certaines voitures. Et franchement, c'est assez sain. Alors, elle prend un petit peu de roulis, plus que le X1, puisque là, il y a un petit peu plus de poids, même si le centre de gravité est assez bas avec cette batterie. Mais on pourrait sentir que c'est un poil plus lourd et peut-être un poil moins dynamique. Par contre, les relances, elles sont beaucoup plus punchy en électrique qu'en moteur thermique, parce que là, il n'y a pas besoin de tomber de rapport ou autre. Et encore, j'ai ma palette ici Boost qui me donne 10 secondes de waouh, full puissance maximum, couple maximum. Donc, ça marche franchement pas mal. Moi, je trouve ça très agréable. Le gros trou ici, qu'est-ce que ça donne? Waouh, ça sautille un petit peu. On n'a pas de suspension pilotée, mais c'est pas inconfortable. En fait, c'est ferme, mais pas inconfortable. Après, ça vous donne justement ce ressenti de c'est un petit peu plus réactif, même si sur ce début d'amortissement, je trouve que c'est peut-être un petit peu mou. Après, les versions électriques s'adressent quand même à des gens un petit peu plus calmes ou à des professionnels, donc on va plutôt opter pour le côté plus agréable. Rituel habituel, route où il n'y a personne, 0 à 100. Pied dedans, waouh, allez. Ah, ça part gentiment puisqu'il faut que ça contrôle le couple, 50, 60, 70, 80, 90, 100. On va vous dire que c'est largement suffisant pour s'insérer. On n'a clairement pas besoin de plus. Si on veut ralentir, je peux également passer en mode B, qui ralentit, avec un freinage électrique. D'ailleurs, le mode B, je l'utilise rarement. Est-ce qu'il va jusqu'à l'arrêt? On va tester ça. Ça ralentit. 30, là. Est-ce que ça nous fait un one pedal? C'est qu'en plus, ce mode B est un vrai one pedal. Et bien ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui aiment ça. Moi, personnellement, dans certaines conditions, oui, j'aime bien parce que par exemple, ça me permet là de venir jusqu'à l'arrêt et de m'arrêter. C'est assez souple, c'est même très souple, tiens, sur la fin. C'est plutôt agréable. Après, moi, j'aime bien des fois gérer le frein quand même. Ou préférez-vous le one pedal ou rester en drive et gérer vous-même? Ça a un ressenti de pédale totalement différent. On arrive sur des petites routes plus sympas, donc ça va me permettre de changer les modes ici. Donc j'appuie sur My Modes et on va passer en sport. On est en personnel, on peut le mettre en efficiency, en sport. Donc on a en gros la sorte de boost, mais qui est là tout le temps. C'est-à-dire on a beaucoup plus de puissance, une direction où on a un petit peu plus de ressenti et wouhou! Donc ça permet de s'amuser un petit peu plus. Alors, qu'est-ce que ça donne niveau châssis tout ça? C'est vraiment pas mal. Ouh là là, ouh là là, c'est pas mal ça. Ouais, ça tient bien. On sent juste donc que l'ESP fonctionne un petit peu parce que les roues avant ont tellement de couple qu'elles ont envie de patiner tout le temps. Donc l'ESP rattrape tout ça. Elle laisse patiner un tout petit peu quand même
pour pouvoir faire en sorte que ça reste bien dans le virage et que ça ne s'ouvre pas. Oui, bon, non, c'est pas dangereux, voyons madame. Et en vrai, là, le châssis est en fait beaucoup plus sympa. J'ai l'impression qu'elle s'écrase moins. Et en fait, quand elle se met en appui, eh bien, elle reste bien posée. Et c'est assez intéressant. J'aime bien. Alors, on entend couiner un petit peu les pneus assez facilement. Alors, on roule quand même assez vivement, aux limitations tout de même, mais on sent que les pneus sont pas sportifs, mais le châssis lui est plutôt bien et on sent quand même l'ADN M à l'intérieur de cette voiture. Alors ça fait augmenter également pas mal la consommation, mais on peut se le faire en mode B par exemple, toujours en mode sport, qui donne quand même des accélérations plus fortes, mais lorsqu'on relâche, se le faire juste au feeling comme ça, sans toucher à la pédale de frein et juste avec le mode régène. Dans tous les cas, quand vous freinez en élec, ça régénère quand même, c'est juste que là, je vais vraiment pas y toucher. Par contre, quand vous appuyez fort sur les freins, d'abord ça passe en élec et ensuite aux plaquettes. Mais là, par exemple, je peux très bien le faire juste à la régène. Et franchement, ça suffit. En vrai, je peux gérer comme ça en anticipant assez bien. La suspension est agréable. Celui qui aime les comportements un petit peu dynamiques va aimer. On ne perd pas le confort, mais on est sur quelque chose de plus sympa. Et j'avoue que là, lorsqu'on a ce genre de petite route, eh bien, je trouve que la suspension est parfaitement équilibrée entre le côté confort, elle s'écrase un petit peu pour vous dire tout de même, regarde, attention, tu vas vite, donc je prends un petit peu de roulis, mais en même temps, je garde du confort, mais pas trop de roulis. Donc au final, c'est quand même plutôt chouette. Bon là, je vous ai fait des plans couchers de soleil et tout, j'ai essayé de faire au mieux. Franchement, je pense que ça va être les plus beaux plans de n'importe quelle vidéo que vous ayez vue sur ma chaîne, donc je compte sur vous pour mettre un petit like et tout. Là, je me suis donné, rien que pour vous. Donc là, je reprends l'autoroute de nuit. Je voulais également vous montrer un petit peu l'éclairage de nuit, donc avec le bandeau ici, donc au niveau du chargeur par induction, plus un petit peu sur les portières. Bref, quelque chose de simple, sobre, mais ça fait toujours plaisir. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Donc je continue de rouler, j'en suis à 66%, j'ai fait 134 km et je continue, elle m'indique encore 268 km d'autonomie la voiture avec 66% et j'ai une moyenne à 14,9 kWh au 100 avec les accélérations, les trucs, la laisser tourner un petit peu, les feux, les plans. Donc comme si on l'avait utilisé un petit peu dans le trafic et autres, on l'a démarré, on restait, on attendait quelqu'un, les enfants devant l'école ou ce genre de choses. Donc voilà, je l'ai laissé vraiment dans une utilisation quasiment de la vie courante et le but c'est toute la semaine l'utiliser comme ça. Et depuis le début, je ne l'avais pas ouvert à fond. J'adore là, ces lumières, la fin de journée, c'est juste trop beau. Bon allez, je vous reprends dans quelques jours pour vous faire un débrief ou quand j'arrive à 50% pour vous dire combien on a fait en gros de 98 à 50%. Et la moyenne, donc comme vous pouvez le voir, c'est 15,7 kWh en utilisation quotidienne avec vraiment tout type de route. Et là, ça va être principalement de la petite ville ou de la route à 90 maximum. Alors là, premier message, il vient de me dire 60 km d'autonomie, 59. Maintenant, il me reste 13%. Donc mon but, c'est de continuer à utiliser cette voiture, comme je vous disais, dans les conditions réelles de la vie de tous les jours et de l'utiliser jusqu'à vraiment atteindre le point de limite de recharge. Donc là, on peut vraiment bien voir ce que je vous avais dit au début. Au niveau de l'autonomie, j'en suis à 337 km allez, 338 maintenant. Il me reste 57 km, donc on tiendrait les 400. Mais on va recharger avant d'arriver à 0%, puisque là, les 56 km, eh bien, c'est ce qui nous annonce là pour les 10%. Donc forcément, je pense qu'on fera un petit peu moins de 400 km dans les conditions réelles d'utilisation. D'ailleurs, là, je suis en plein phare automatique. Vous pouvez le voir. Donc, de nuit, c'est extrêmement clair. Alors là, hop. Normalement, la voiture ne double pas par la droite. Là, elle l'a fait. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais d'habitude, lorsque je suis au régulateur, elle anticipe. Alors, c'est peut-être parce qu'il y avait une très faible différence. Mais normalement, elle ne double pas par la droite. Donc là, vous avez vu, ça s'est allumé d'un coup. Lorsqu'il y a des voitures qui arrivent en face, ça détourne. Bien entendu, pour ne pas les éblouir. Regardez, là, ça rééclaire la zone centrale. Et petit à petit, ça découpe. Également, donc sur la zone de droite, là, vous allez le voir, puisque là, on va doubler ce Kangoo. Et regardez, la zone de droite qui va s'illuminer beaucoup plus fort, puisqu'il n'y a plus personne à droite. Et ça permet d'avoir vraiment une très, très belle visibilité. Et ça fait réellement la différence, je trouve, d'avoir les feux matriciels de nos jours. C'est une option, une fois qu'on y a goûté, on n'a plus envie de s'en passer.
Et voilà, 10% état de charge faible. Donc là, elle m'indique 10%. Et également que, eh bien là, il va commencer à falloir aller recharger. Donc, je vais continuer à baisser un peu. De toute façon, il me reste encore une quinzaine de kilomètres à faire. Donc, j'ai pas le choix. Je continue et j'irai recharger demain. Bon, la voiture vous prévient vraiment souvent, mais à 8%, alors la 9 parce que j'y étais dans une descente, donc elle s'est rechargée un petit peu, mais à 8%, elle vous indique 40 km d'autonomie. Veuillez recharger rapidement, s'il vous plaît, monsieur. Il me reste donc 3%, 15 km d'autonomie, mais heureusement, petite borne ici, 150 kW. Si c'est la première fois que vous utilisez un véhicule électrique, vous devez vous munir d'une carte de recharge pour pouvoir recharger. L'avantage des bornes rapides, c'est qu'il y a toujours le câble sur les bornes. Donc vous ouvrez ici et comme c'est un câble de rechargement rapide, il va falloir ouvrir les deux juste ici. Ensuite, il va falloir le connecter. Hop là, si il veut bien. Hop là. Alors, en vrai, c'est assez lourd, donc il vaut mieux utiliser les deux mains. Donc vous le connectez comme ça et ensuite vous allez voir ce qu'il vous raconte. Ah, ça a l'air d'être cool, regardez, celui-ci on peut mettre 45 € si on veut. Donc là, le monsieur d'à côté s'en va. Moi, donc j'ai pris ma carte ChargeMap. Donc, je me suis pris une ChargeMap, ce qui est plus pratique pour quasiment toutes les bornes. Connexion en cours, ça s'authentifie. Et ensuite, normalement, ça devrait se mettre à charger, je l'espère. Ça y est, c'est parti. Donc là, on voit la puissance de charge actuellement. J'ai pas préconditionné la batterie du tout. Donc on peut voir que là on recharge à tel voltage, tel ampérage et telle puissance. Ça c'est le niveau de ma batterie actuelle et on voit que là ça monte assez vite. Plus l'autonomie est basse, plus on va pouvoir recharger vite. Et là on voit la durée et combien j'ai déjà rechargé. Je suis déjà à 0,5 kWh. Et en fait, le départ va aller le plus vite. Et je vais recharger juste de quoi ramener la voiture chez BMW et eux rechargeront à la fin parce qu'ils sont très gentils. Donc là, je me rends dans la voiture. Donc là, on est actuellement à 5%. Donc pour faire 95%, 11h16. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est surtout les 10 derniers pourcents qui mettront quasiment autant de temps à charger que cette partie-là. Là, on peut voir qu'on recharge déjà à 93, pardon, mais il me dit que ici la voiture est froide. Donc le fait qu'elle est froide, eh bien, ça charge un petit peu moins vite. Sinon, on aurait pu monter aux alentours des 130 directement. Petit truc à savoir, c'est qu'en hiver, lorsqu'il fait vraiment froid, préconditionnez votre batterie parce que sinon, plus la batterie est froide, moins ça charge vite. Et donc là, on peut voir qu'il y a à peine une minute, j'avais seulement 15 km d'autonomie et on voit tout de suite le pourcentage et les kilomètres de recharge qui augmentent. Donc, on va dire qu'on en gagne 1 km là toutes les 2-3 secondes et ça, c'est quand même vraiment plutôt pas mal. Là, on voit que la batterie est en train de se mettre en température. Donc là, on est à 103 kW et on peut voir que la zone maximale se situe ici à 130. Donc petit à petit, la batterie se réchauffe en la rechargeant en recharge rapide. Donc ce qui permet d'augmenter la puissance et ensuite, ça va redescendre petit à petit plus on sera chargé. Donc là, j'ai rechargé un petit peu, mais sur les bornes rapides, c'est extrêmement cher, 5,71 € pour 8,79 kWh. Je vous conseille pas de recharger souvent sur les bornes de recharge rapide puisque ça va vous coûter très cher. L'idéal, c'est à la maison ou sinon avec un abonnement et encore 59 centimes, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. À certains endroits, ça monte jusqu'à 79 ou 89 centimes. Certains endroits, on peut descendre jusqu'à 15-20 centimes du kilowattheure. Et des fois, c'est très très intéressant. Bon alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette semaine en iX1 comparé au X1 que j'ai fait il y a un mois à peu près? Je me suis dit, tiens, comme ça, je fais les deux et ça fait une différence. La différence, c'est surtout ce confort et ce calme à bord. Pas de bruit de moteur, même si la version 150 chevaux m'avait bien plu, c'était coupleux, c'était assez puissant, c'était franchement agréable. L'avantage là, c'est vraiment zéro bruit, pas de vibration, etc. Pas de micro-hybridation et autres, c'est 100% élec. Au niveau tarif, on voit qu'on n'est pas si éloigné en fait entre un iX1 et un X1. La seule différence, c'est est-ce que vous allez avoir une prise pour recharger à domicile? Parce que comme on l'a vu, lorsqu'on recharge sur des bornes rapides ou autres, eh bien ça coûte beaucoup plus cher. Si c'est votre société qui paye, que vous avez la carte, bon, vous en fichez un petit peu. C'est souvent le cas pour la plupart des propriétaires de X1 et X1.
Mais si vous avez de quoi recharger à la maison, eh bien ça devient assez intéressant, surtout avec les prix de l'essence qui fluctuent quand même assez. Après, au niveau de l'autonomie, pour rien vous cacher, ce n'est pas si énorme que ça. On a 369 km que j'ai réalisé jusqu'à recharger en passant de 98% à 4% environ. Si vous faites de l'autoroute, eh bien forcément ça consommera beaucoup plus. Là j'ai une moyenne donc sur ces 370 km à 15,3 kWh au sens qui reste plutôt correct en sachant qu'il y a eu très peu d'autoroutes à 130. En sachant que si vous utilisez cette voiture sur autoroute, vous allez principalement faire un 10 à 80% pour perdre le moins de temps possible, donc on aura une autonomie environ de 250 km, ce qui représente environ 2 heures, ce qui fait pas de mal pour une pause d'environ 30 minutes toutes les 2 heures. Mais vous, est-ce que vous utilisez vraiment votre voiture tout le temps sur l'autoroute? Si la réponse est oui à cette question, je vous conseille une version diesel, bien plus adaptée à votre style de conduite. Par contre, pour une utilisation au quotidien, vous faites beaucoup plus de villes, eh bien là c'est plus intéressant. Pas besoin de faire chauffer la voiture, beaucoup moins de révision, pas d'entretien, pas de disques et plaquettes quasiment puisqu'on freine en électrique la plupart du temps, pas de révision, pas de vidange, pas de courroie, pas d'accessoires, etc. Ça reste un avantage. La voiture, elle peut être programmée pour être chauffée tous les matins, etc. Vous partez directement, ça a des avantages. C'est non négligeable également lorsqu'on aime ça. Donc est-ce que le X1 me plaît? Oui, moi dans les faits l'électrique je trouve ça hyper pratique au quotidien pour des gens qui ont de quoi recharger à domicile. Pour les autres, l'hybride, ça fera très bien le job. D'ailleurs, je suis curieux, vous, c'est quoi qui vous plaît le plus? L'électrique ou l'hybride? Ou un bon vieux diesel? Bon, si vous aimez la vidéo, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez des questions dans les commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine auto. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voulez que j'essaye comme voiture. Et j'essaye de faire au mieux. Il y a beaucoup de gens qui me demandent les marques chinoises. Ça vous intéresse ça?